Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Bonjour, nous retrouvons Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes, spécialiste de la traite négrière et membre du CRHIA, et Jean Breteau, spécialiste de Nantes et de la traite négrière. Bonjour, merci de participer à cette émission. Bonjour. Alors pour rappel, la semaine dernière, nous avons discuté de la législation, du soutien étatique et clérical de la traite négrière. Et aujourd'hui, je vous propose de parler des grandes figures d'armateurs nantais dont la fortune s'est créée, notamment dans ce commerce humain. Alors, l'historien pionnier de la question Gaston Martin écrit dans son ouvrage « Nantes au XVIIIe siècle, l'ère des négriers » paru en 1931. Il n'y a pas à Nantes un seul gros armateur qui, entre 1714 et 1789, n'ait acheté et vendu du nègre. Il n'y en a pas un qui n'ait vendu que cela. Il est également à peu près certain qu'aucun ne serait devenu ce qu'il a été s'il n'avait vendu de cela. En cela réside l'importance essentielle du trafic, c'est sa réussite ou son échec qui entraîne l'essor ou la ruine de tous les autres. On comprend dans cette citation donc qu'un armateur ne faisait pas seulement que du trafic de captifs, mais également tout un commerce. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir qui sont les armateurs et comment devient-on armateur ? Eh bien, les armateurs appartiennent à plusieurs catégories qui sont unifiées en fait par le sens des affaires, mais il y en a qui sont d'origine noble et qui le restent, puisque le commerce négrier ne déroge pas. Il y en a qui sont d'origine simplement bourgeoise. Il y en a qui viennent de la marine de guerre. Il y en a qui se sont formés eux-mêmes. On a absolument tous les cas de figure. Il y a aussi très bien intégré par la richesse et par les mariages, très bien intégrés dans le patriciat nantais, des armateurs d'origine irlandaise ou d'origine flamande. On a pris l'habitude de dire qu'il y a à peu près 200 familles qui dominent ce négoce très particulier. Mais Gaston Martin a tout à fait raison de souligner que, tout comme le port de Nantes, les armateurs ne font pas que la traite négrière. On comprend que plusieurs classes sociales sont représentées au sein des armateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de familles d'armateurs nantaises célèbres dans ce commerce ? Je vais mentionner une famille parce qu'elle est un peu un cas d'école. La plupart du temps, l'armement négrier était une aventure individuelle que courait donc une seule personne et souvent, la famille ensuite, les héritiers, abandonnaient cette activité. Preuve que c'était pas si honorable qu'on voulait bien le dire. Il était préférable de vivre noblement, des revenus de la terre. Mais une famille fait exception, c'est la famille Montaudoin qui va se livrer à cette activité pendant tout un siècle, le temps de passer du quai de la Fosse à la place du maréchal Foch pour ce qui est de leur habitat. Mais la plupart du temps, c'est assez limité dans le temps. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne retrouve que très peu de descendants d'armateurs négriers de la grande époque après la Révolution française. Ils ont quitté Nantes et se sont livrés à d'autres affaires. Ils ont eu d'autres sources de revenus. Est-ce que ces familles étaient nantaises à l'origine ? Alors, certaines étaient nantaises. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une famille nantaise ? La ville connaît une croissance démographique spectaculaire au XVIIIe siècle. On passe de 40 000 à 80 000 habitants. Mais cette croissance est liée à la migration de nombreuses familles qui viennent s'établir à Nantes, en particulier pour y participer aux activités liées au port, dans l'espoir de faire fortune. Certaines familles sont d'origine locale. On pense par exemple à la famille Libaud, aux Montaudoin du reste, qui ont des origines locales. D'autres, comme l'a expliqué Jean Breteau, viennent de l'étranger. On pense aux Irlandais comme donc la famille Walsh. On peut également citer donc les Flamands, les fameux d'Orbrook. Et puis d'autres viennent de la vallée de la Loire, par exemple Drouin qui vient de Chinon. Donc vous voyez que on a différentes origines géographiques possibles pour les familles. Alors, comment vivait un armateur ? Où habitait-il ? À Nantes, par exemple ?
Ils habitaient en fait dans toute la ville, mais un quartier leur est plus spécialement dédié, celui que nous visitons le plus souvent, c'est le quartier de l'île Feydeau, où ils ont été majoritairement les lotisseurs lorsque l'intendant du roi a autorisé la construction des immeubles et des hôtels sur cette île. Ils vivent là et ils mènent grand train. C'est un devoir d'État au XVIIIe d'afficher sa richesse et d'en faire profiter en fait tous les témoins. Architecture, décoration, ils roulent carrosse, ils sortent beaucoup dans la ville. Ils mènent donc un train de vie luxueux et parfois un petit peu tapageur, un petit peu nouveau riche, comme Guillaume Groult par exemple. Oui, parce que vous avez évoqué en effet qu'ils ne venaient pas tous de la noblesse et on avait vu également qu'ils pouvaient être anoblis. Ah oui, ça c'est un investissement très important dans leur carrière. Alors certains sont anoblis directement, comme Gabriel Michel par lettre patente, donc sans forcément acheter une charge, mais la plupart achètent et confisquent en quelque sorte toutes les charges de secrétaire du roi qui sont mises en vente au Parlement de Rennes. C'est le meilleur chemin vers l'anoblissement. C'est ce que la noblesse d'épée appelle avec mépris la savonnette à vilain. Donc l'achat d'un titre de noblesse, si je comprends bien. Oui, l'achat d'une charge royale qui anoblit non seulement le détenteur, mais aussi ses héritiers et permet d'échapper à l'impôt. Il faut voir que pour les armateurs, pour les négociants, la réussite sociale passe par l'accès à la noblesse. Alors même si il existe des nobles qui se livrent à l'armement maritime, ils sont relativement peu nombreux. Et encore au XVIIIe siècle, le modèle social consiste à sortir du négoce et de la bourgeoisie par le haut, c'est-à-dire en accédant à la noblesse et à son mode de vie. Et un noble, c'est quelqu'un qui vit des revenus de sa terre. Ce qui explique que de nombreux armateurs vont progressivement se retirer du négoce et du négoce négrier en particulier, puisque la traite est un commerce risqué. Et évidemment, quand on a fait fortune, on peut continuer à investir dans l'armement négrier, mais l'idée, c'est progressivement d'établir ses enfants donc dans l'armée, et auparavant en leur ayant accordé des charges dans des cours souveraines comme le Parlement de Rennes ou encore la Chambre des comptes de Nantes. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Jean Breteau.
Gaston Martin l'évoque dans son ouvrage justement, l'activité d'un armateur ne se résume pas à la traite négrière, il a d'autres activités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Est-ce qu'il travaille seul? Quelles sont ses activités? Donc un armateur travaille aussi bien avec l'Europe du Nord qu'avec même les voyages à la Chine, mais le plus souvent l'armateur n'est pas seul. L'armateur, notamment pour l'investissement très lourd de départ, construction du navire, fourniture, recrutement de l'équipage, etc., travaille souvent avec des associés. Et il y a ainsi des négriers qui ne sont que des actionnaires, en quelque sorte, qui ont des parts de navire, mais qui ne se livrent pas à l'activité totalement. L'armateur a donc toujours plusieurs fers au feu, et en plus, il assure ses navires, sa marchandise, très soigneusement pour réduire la part d'aléas, la part de risque énorme que comporte ce commerce. Donc il y avait des assurances à l'époque. Oui, et le système d'assurance s'est développé en grande partie grâce à la traite négrière. D'ailleurs, c'est un petit appel qu'on peut lancer. C'est sans doute en étudiant des contrats d'assurance, etc., que l'on peut réussir à détecter ce qu'a été ensuite la traite illégale à partir de 1815. Traite illégale que l'on verra dans une prochaine émission. Bernard Méchant, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose justement sur les activités polyformes d'un armateur? Il y a deux expressions peut-être pour fixer les idées auprès de nos auditeurs. Fernand Braudel, donc le célèbre historien, disait qu'un négociant ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, ce qui montre qu'on a une diversité d'investisseurs sur une campagne, sur un armement. Et Olivier Grenouillot évoque une stratégie du risque calculé. Et à travers le fait qu'un armateur cumule des armements de traite, des armements en droiture, des armements également à la pêche, c'est le cas par exemple de la famille Espivent de la Villeboinnet, on diversifie les risques pour un calcul, et un calcul à travers également les situations d'assurance. Et vous le disiez en aparté également, un armateur finance les armements militaires. Oui, puisqu'on vient de parler des Espivent de la Villeboinnet, ils ont financé des corsaires. Alors, ça, c'est pour préciser simplement qu'en temps de guerre, le navire négrier devient facilement navire corsaire. On a déjà vu qu'il était armé de canons, et le roi, donc, décerne des lettres de course. Et la course se révèle, par exemple, pour quelqu'un comme Durbé, se révèle parfois d'un très bon rapport. Même chose pour le père de Chateaubriand. Merci pour ces précisions. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous verrons dans une prochaine émission les héritages qu'ont laissés ces familles d'armateurs à Nantes notamment. Bernard Michon, Jean Breteau, merci. Donc nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous allons parler de l'impact économique et social de la traite négrière à Nantes. Les façades du centre-ville de Nantes, en effet, récèlent des traces d'une prospérité ancienne. Nous évoquerons tout cela. Excellente soirée à vous tous et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.